Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir 5 tips pour passer un allaitement beaucoup plus serein. Allez, sans aucune attente, c'est parti. Et oui, souvent quand on veut allaiter, on se pose la question ou on commence à allaiter et on se dit mais comment est-ce que ça pourrait être mieux? Comment est-ce que je pourrais être plus détendue? Comment est-ce que je peux débuter l'allaitement? Comment je peux vivre ça de manière plus sereine? Parce qu'avec toute la tempête émotionnelle qu'on a vécue avec l'enfantement, avec le postpartum, c'est aussi beaucoup de changements hormonaux, c'est aussi beaucoup de chamboulements, etc. Si on peut avoir quelques petits tips pour avoir un allaitement plus serein ou débuter de manière plus sereine, parce que c'est des tips que vous allez pouvoir mettre en place même parfois dès la maternité, et je trouve que ce serait pas mal qu'on échange là-dessus. Alors c'est parti, je vous en donne 5 aujourd'hui et on va commencer par parler de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, je vous en ai souvent parlé, c'est le fait que plus un bébé va vidanger le sein, vidanger, pas vider, on ne peut pas vider un sein, le bébé ne tète que 67% du lait contenu dans un sein, c'est vous dire s'il ne peut pas le vider. Par contre, plus il va drainer, plus il va faire des suctions efficaces, avoir un transfert de lait efficace, plus effectivement on va produire. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Dans ce cas, l'idée c'est effectivement de nourrir bébé le plus souvent possible. Alors on laisse tomber la montre, on laisse tomber le fait de compter les tétés, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça parce que ça y est, si vous commencez déjà à être là-dedans, vous comptez le nombre de tétés, c'était quand le dernier sein, il faut que je donne quel sein, ça y est, vous avez submergé votre cerveau de questions, vous n'êtes plus dans un allaitement zen. Hormis des cas très particuliers, pas la peine, on lâche la montre, on arrête de compter, on oublie les maths. Sur les maths c'est chiant, je suis pas maths c'est chiant, donc on oublie ça et on fait juste téter bébé le plus souvent possible. Alors, suivant certains parcours, on parlait des cas particuliers, on essaie en tout cas de faire téter bébé au maximum toutes les 3-4 heures. Mais ça, c'est pour des cas un peu plus particuliers. Je le pose là, mais ça reste des cas particuliers et ça, c'est à voir avec l'équipe de la maternité ou quand vous êtes sorti avec votre consultante certifiée IBCLC. L'idée principale étant, je le rappelle, qu'on fasse attention à ce que bébé draine bien le sein, donc que la succion soit efficace et qu'on ait un bon transfert de lait. Surtout, on veille bien à ça et si déjà on a bien veillé à ça, ça va le faire. Une petite astuce toutefois, si on a l'impression que nos seins sont peut-être un petit peu à la ramasse, on peut tenter de donner les 2 seins. Mais encore une fois, avoir une sensation de sein vide ne veut pas dire que vos seins sont vides. Ça n'est pas la même chose. Ce que vous ressentez et ce qui se passe réellement dans votre corps, ce n'est pas la même chose. On peut avoir mal dans le corps et ne rien voir. On peut avoir mal et avoir un bleu. On peut avoir mal et avoir quelque chose de plus compliqué. La douleur, elle est relative parce qu'elle peut être liée à beaucoup de choses. La douleur est une sensation, d'accord? Et bien, la sensation de vide, c'est une sensation. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que vos seins sont vides. Et si jamais ça vous pose question, encore une fois, vous filez consulter votre conseillère en lactation certifiée IBCLC, votre sage-femme ou votre gynécologue ou votre puère si elles sont aussi formées à l'allaitement. N'hésitez pas surtout à aller les démarcher pour voir avec elles ce qui éventuellement se passe ou ne se passe pas et être simplement rassuré. Des fois, juste ça suffit. Allez, c'est parti. Une autre astuce va consister à faire du pot à pot ou du ventre à ventre. Je m'explique. Le pot à pot, j'avais déjà fait, je crois, une vidéo sur ce sujet. Le pot à pot, c'est quand vous êtes vous-même torse nu ou même entièrement nu, à vous de voir, et que votre bébé est au minimum en couche, ou alors si vous pratiquez la chenille, l'hygiène infantile du nourrisson, vous avez un petit linge au niveau de là où il peut faire ses besoins, et donc vous êtes en contact, votre peau, skin to skin on dit en anglais, votre peau contre la peau de votre bébé, et surtout son ventre posé contre vous, contre votre ventre, avec sa petite tête entre les seins. Le pot à pot, il y a comme une certaine injonction à la nudité quelque part, puisqu'il faut être de contact de la peau à la peau, d'accord? Ça peut gêner parfois certaines mamans, suivant les cultures, les religions, notre histoire personnelle, etc. Le pot à pot peut parfois gêner certaines mamans, et donc on peut parler de ventre à ventre. Le ventre à ventre, c'est le fait exactement comme le pot à pot, que le bébé, le ventre de bébé, soit au contact de votre ventre et que sa tête soit posée entre vos seins. Si vous avez un petit débardeur en V, c'est parfait, comme ça, ou un petit col un peu élargi comme ça, c'est parfait, comme ça en plus bébé elle a la peau de son visage qui est en contact avec votre peau, donc on garde aussi un aspect peau à peau, mais surtout la différence c'est que le ventre à ventre, il n'y a pas cette espèce d'injonction à la nudité. Une étude avait démontré, j'avais vu ça quand je faisais ma formation avec Suzanne Colson, une étude avait démontré que un enfant et un parent soient entièrement nus ou qu'un enfant, un bébé, un nouveau-né, soit habillé de la tête aux pieds, bonnet, gants, chaussettes, en fait ça ne changeait rien au bienfait du fait que son ventre soit collé contre le ventre du parent et sa tête soit au niveau de la poitrine puisque c'est plus facile
ça c'est la tête de mon bébé, ça c'est sa bouche. S'il veut, voilà, s'il veut chercher le sein, il peut effectivement faire du fouissement, il peut faire le pivert et tout doucement il peut descendre vers le sein même si on est habillé. Donc effectivement, même si on est habillé, ça ne changera rien au fait que bébé peut se déplacer vers le sein et nous on comprend, on voit un bébé qui se déplace vers le sein, on comprend tout de suite qu'il a besoin du sein, donc on peut hop, lui ouvrir l'accès au sein et il peut téter tranquillement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on est en peau à peau ou en ventre à ventre, c'est vraiment un outil extrêmement précieux pour l'allaitement parce que c'est on va dire que c'est une manière d'être qui permet au bébé d'être extrêmement instinctif et de faire tout de suite les bons mouvements pour prendre le sein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vu qu'il est ici en fait et que son petit ventre est sur vous, et ben en fait il va pouvoir faire du fouissement, il va pouvoir faire le pivert et donc du coup il va pouvoir se diriger vers le sein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ventre à ventre? Parce que son nombril, on parle de la radiation du nombril dans les réflexes archaïques et je vous rappelle que les réflexes archaïques jouent un grand rôle dans les réflexes d'allaitement, puisque le fait de faire le pivert ou de faire du fouissement, ce sont des réflexes archaïques. Et en fait le nombril, il faut le voir comme une étoile de mer, il va venir stimuler nos différents réflexes en fait dans la vie. Donc le fait que le nombril du bébé soit contre nous, ça va stimuler la radiation du nombril et donc stimuler ces réflexes archaïques. Pas que parce que quand on voile un bébé, c'est-à-dire quand on fait comme ça sur un bébé comme ça, vous voyez, souvent quand on fait ça à un bébé, il a tendance à aller vers le mouvement. Tout ça, c'est de la stimulation de tous ces réflexes archaïques. Tout ce qu'on fait, on ne se rend pas compte, on pense le faire naturellement, instinctivement. Mais vous regardez autour de vous, regardez les jeunes mamans, ou si vous êtes vous-même jeune maman, comme vous avez tendance à voiler. Et vous voyez que même moi, je garde le réflexe, quand je passe ici, j'ai tendance à baisser les yeux. Tout ça, voilà, on va stimuler de la détente, ici on va stimuler le masséter, donc qui aide à téter. Tout ça, c'est des choses qu'on fait et qui viennent stimuler en fait les réflexes archaïques du bébé. Et entre autres, donc, le fait que le ventre de bébé soit contre vous, il y a son nombril. Et le nombril, c'est un point névralgique qui va venir stimuler comme ça en radiance un peu tous les réflexes de notre corps. Du coup, le fait que bébé soit dans cette position, qu'il soit habillé ou pas, ça va venir stimuler ses réflexes, ça va lui permettre d'être beaucoup plus instinctif dans sa prise du sein, dans le fait de stimuler, dans le fait de venir chercher le sein. Et du coup de pouvoir se tortiller comme un petit asticot et de venir prendre le sein. C'est d'autant plus important lors des premières tétées aussi, parce que ça va aider à ce que les premières tétées viennent plus rapidement. Alors les bébés en peau à peau ou en ventre à ventre, vous l'aurez compris, sont aussi beaucoup plus nombreux à téter de façon optimale. Après, c'est logique, c'est comme une tortue, vous la mettez sur le dos, elle a beaucoup plus de mal à marcher. Vous mettez bébé face au monde, pour atteindre le sein, c'est plus compliqué. Vous mettez bébé face à vous, vous remettez une tortue sur ses quatre pattes, c'est beaucoup plus facile pour elle de marcher et pour bébé, quand il est face au tété, de manger. C'est pareil, hein, si vous êtes dos à votre assiette, vous avez quand même vachement de mal à manger. Alors que si vous êtes en face de votre assiette, c'est quand même beaucoup plus pratique pour aller manger. C'est juste une question de logique. Ce qu'il faut savoir aussi avec le peau à peau ou le ventre à ventre, c'est qu'en plus, ça stimule l'ocytocine de bien des manières. D'abord, on a bébé qui est juste au-dessus de nous, donc on a l'odeur de notre bébé, c'est quelque chose qui nous aide à produire de l'ocytocine. On va pouvoir le regarder, ça nous aide aussi à produire de l'ocytocine. Il y a le contact en peau à peau, comme avec notre amoureux, hein, on aime se toucher, on aime se faire des câlins, on aime se faire des papouilles, on en a parlé du voilage, etc. Ça va stimuler l'ocytocine. Or, on sait que l'ocytocine, c'est l'hormone qui gère le réflexe d'éjection du lait. Et donc, forcément, nécessairement, si on a produit de l'ocytocine, et forcément on a un réflexe d'éjection de lait qui est on ne peut plus il est mieux, plus adéquat, j'allais dire, pour que bébé puisse téter sans faire trop d'efforts et que finalement il y ait des réflexes d'éjection de lait qui arrivent assez facilement. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on fait du peau à peau ou du ventre à ventre, il n'est pas rare de voir quand bébé tète d'un côté le sein qui coule de l'autre côté là où bébé ne tète pas. Alors c'est pas obligatoire, c'est pas une généralité, mais c'est pas rare en tout cas. Avec tout ce que je viens de vous dire, on comprend mieux pourquoi le peau à peau ou le ventre à ventre est un outil vraiment incroyable qui va aider bébé et maman dans l'allaitement. Un autre petit tips pour avoir un allaitement plus serein, ça va être de parler de la bonne position. Alors, je vous vois venir. La bonne position, elle n'existe pas. Je m'explique. Vous allez voir dans les cours de préparation à la naissance, dans les œuvres de littérature, vous allez voir des positions, je suis sûre que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. La fameuse badone, la fameuse badone inversée, le fameux ballon de rugby, allongé sur le côté, la position transat. Bref, je suis sûre que vous tapez position d'allaitement sur internet, vous allez en trouver, toujours les mêmes d'ailleurs, mais vous allez en trouver, d'accord? Mais toujours les mêmes. Allez, sans mentir, de mémoire, peut-être qu'il y en a, je dirais 6 comme ça, peut-être il y en a un peu plus qui sont toujours les mêmes, hein, des fois appelés de différentes façons, mais toujours les mêmes, d'accord? Très bien. Ça, c'est ce qu'on apprend en théorie. Et c'est très bien, on a besoin de théorie parfois, hein. Il y en a qui ont besoin de théorie, qui se retrouvent dans la théorie, c'est très bien. Maintenant, on va revenir à la pratique de terrain.
d'accord? La bonne position, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà, on va parler de... Il y a un défaut de vocabulaire. On parle de position pour le parent allaitant. On peut être assis, on peut être debout, on peut être allongé, ou on peut être chill, ce qu'on appelle semi-assis ou semi-allongé, comme vous le comprenez mieux, d'accord? C'est je suis comme ça dans mon lit et je suis, vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus à l'aise que ça d'ailleurs. En gros, c'est la position que j'appelle Netflix and chill, c'est celle où vous êtes affalé dans le canapé, ok? Ça vous fait environ 4 positions pour le parent allaitant. Ça, c'est des positions, d'accord? Ça, c'est des positions. Mais le bébé, lui, il a 360 orientations possibles. Vous voyez la diff? Le parent a des positions, l'enfant a des orientations. Pourquoi? Parce que votre sein, c'est une horloge et votre bébé, c'est les aiguilles. C'est-à-dire que votre bébé, il peut faire un 360 autour du sein pour téter. Si un bébé a envie de téter, la tête ici, les fesses ici, les pieds derrière, c'est possible. Si un bébé a envie de téter, la tête ici, les fesses ici, les jambes derrière, c'est possible. Si un bébé a envie de téter, la tête ici, le ventre au niveau des épaules de maman ou du parent allaitant, quoi, je veux dire, et les jambes derrière, c'est possible. S'il a envie de téter ici, le ventre ici, ce qui n'est pas du tout ballon de rugby, ballon de rugby on a plus loin, ici avec les jambes derrière, c'est possible. S'il a envie de téter la tête ici, le ventre ici, les jambes ici, c'est possible. S'il a envie de téter la tête ici, le ventre droit, les jambes dans la continuité droit, c'est possible. Vous voyez le nombre de possibilités possibles et imaginables que peut avoir un bébé. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé, pour être dans la bonne position, c'est sa bonne position à lui qu'il faut comprendre. Parce qu'un bébé, quand il va téter, il va chercher à reproduire la position dans laquelle il est la plus à l'aise, lui, pas vous, lui. D'accord? Et la position dans laquelle il est souvent le plus à l'aise, surtout pour des nouveau-nés qui viennent de sortir, c'est la position dans laquelle il était intra-utérin. Puisque je vous rappelle que les 72 premières heures servent à la transition métabolique, c'est-à-dire la transition entre l'état intra-utérin et l'état extra-utérin. Et pour une bonne transition métabolique, il faut que le bébé soit au plus proche de ce qu'il a connu dans le ventre de sa maman. Donc si on a un bébé, admettons, imaginons, on a un bébé qui a passé peut-être quasi la plupart ou la fin de sa grossesse, la tête en bas comme ça, les fesses en l'air et les pieds là. Vous imaginez bien que se retrouver dans ce sens-là, dans les bras de sa mère, la tête ici, le ventre là, même si on est en mode chill ou quoi, c'est peut-être pas ce qui va lui convenir à lui. Et puis du coup, on va avoir un bébé, même si on se dit non mais je suis en BN, la fameuse position aussi, et j'y suis formée, donc voilà, même si on se dit qu'on est en position Biological Nurturing BN, où on est chill, etc. Oui, mais une position BN, c'est pas maman qui est chill en position semi-assise, semi-allongée, et un bébé comme ça. Non, un BN, c'est effectivement une maman ou un parent allaitant qui est positionné en mode Netflix and chill, affalé, bien en appui partout, confortablement installé, mais un bébé qui est confortablement installé aussi. Donc si bébé il est confortablement installé en ayant la tête ici, le ventre ici et les pieds là, mais il est en BN en fait, il est en BN. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne position n'existe pas. La bonne position, c'est votre accordage entre votre position et l'orientation de votre bébé. Donc la bonne position pour vous n'est pas nécessairement la bonne position pour moi. Ou la bonne position que j'ai avec mon fils n'est pas nécessairement la bonne position que j'ai avec ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Il y a effectivement les positions théoriques, mais il y a aussi les positions que vous allez souvent, on lit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Ah non, mais nous on a inventé notre position, puis de toute façon on est bien comme ça. Mais elle n'est pas inventée cette position, elle existe puisque vous la faites. Puisque cette maman ou ce parent et ce bébé sont en train de la faire. Elle existe. Et puis vous allez ailleurs dans d'autres pays, ça se trouve c'est une position classique pour eux. Parce que souvent il y a des bébés qui se mettent comme ça. Donc la bonne position, c'est celle où vous êtes à l'aise et celle où votre bébé sera à l'aise. Votre position où vous êtes à l'aise et l'orientation où votre bébé est à l'aise. Après, il y a des principes de base. Si vous vous tenez droit comme un piquet, votre bébé comme ça, rappelez-vous qu'il y a la gravité. J'avais fait une vidéo sur les positions et la gravité. Il y a des positions qui sont anti-gravitationnelles et des positions qui utilisent la gravité positive. Pourquoi? Si vous vous tenez droite comme ça sur une chaise, déjà pour regarder votre bébé, en plus moi je suis coincée du coup, ça tombe très très bien. Pour regarder votre bébé, vous allez être comme ça. Déjà, vous vous faites super mal. Je veux dire, prenez un abonnement chez un chiro, un kiné, un ostéo. Parce que alors, être comme ça, plusieurs fois par jour, droite comme un piquet, peut-être même légèrement penché comme ça, en fait, vous avez toute la gravité dans le dos. Donc en gros, je vous l'exagère, ça fait
Voilà. Et vous passez votre journée comme ça. Ah ben, je vous le dis, hein, prenez un abonnement chez un ostéo ou un chiro. Alors, il y en a à qui ça va convenir. Mais c'est sûr que vous allez voir un ostéo ou un chiro. Je veux dire, à passer ses journées comme ça, au bout d'un moment, les muscles, ils n'en peuvent plus. Hein. Donc bon, c'est clair qu'il va falloir aller se détendre quelque part. Alors, et ça, c'est ce qu'on appelle des positions en gravité négative. Et ça, vous pouvez le reproduire en étant comme ça, vous pouvez le reproduire en ayant un bébé comme ça. C'est votre position. Parce que bébé, éventuellement, son orientation, lui, il est ok, il est bien. Mais vous, vous allez être comme ça. Ou alors très très droit. Puis alors du coup, quand on est droit, on se crispe, on a tendance à se crisper un peu. Je l'exagère exprès pour la caméra, mais on a tendance à se crisper un peu comme ça. Donc on n'est pas détendu en fait. Comment vous voulez produire de l'ocytocine si votre corps il est comme ça, il est tout crispé? C'est pas possible. Alors que si vous prenez une position qui est plus détente pour vous, jamais, même en cours, souvenez-vous en cours, jamais vous vous êtes assis droit comme ça sur la chaise. Même en s'asseyant droit, il y en a qui ont le dos courbé comme ça vers l'arrière, hein, il y en a qui ont le dos courbé comme ça. Et puis il y en a qui sont plutôt, qui sont un peu comme ça en fait, qui glissent les fesses vers l'avant et le dos vers l'arrière. Et d'ailleurs souvent quand on est élève, on est gêné par le creux là derrière, parce qu'on n'a pas de maintien, donc on est gêné. On a mal au dos quand on est élève, quand on est assis comme ça sur nos chaises très droit pendant 8 heures par jour. Imaginez si en plus vous devez vous pencher comme ça pour un bébé, pour le regarder, pour lui faire des papouilles, pour lui parler, etc. Et souffrir. Alors que si vous prenez une position où vous êtes un peu plus... voilà, hein, vous buvez votre thé à la terrasse d'un café, dans votre chaise. Alors toutes les chaises sont pas confortables, mais on arrive toujours plus ou moins à se mettre un peu confort, donc même au bar, même sur les terrasses. On arrive toujours à être plus ou moins confort. Si déjà vous cherchez votre confort à vous, parce que si vous êtes bien, vous allez générer de l'ocytocine, vous allez vous sentir bien. Donc votre bébé va aussi, c'est une éponge émotionnelle, se sentir mieux. Donc tout de suite, si vous êtes plus à l'aise, qu'après vous positionnez votre bébé, bah, vous allez être bien. Bon, même si temporairement il manque peut-être un petit appui dans le dos, bon, peut-être vous avez votre veste, vous pouvez la rouler en boudin ou faire votre cou, vous pouvez emprunter la veste de votre mari, de votre conjointe. Voilà, vous pouvez la mettre là où ça vous gêne un peu parce que vous êtes en extérieur, c'est moins évident, etc. Mais bon, quand vous êtes à la maison, dans le canapé ou dans le lit, c'est comme quand vous regardez un film ou une série. Vous vous mettez en mode chill, vous vous installez dans votre canapé en mode voilà, ah, je suis bien, je suis épouse, et hop, je colle bébé sur moi, et c'est parti, on se met le film du soir en faisant la télé. Et on est tranquille, on est relax. Là, c'est la bonne position. Parce que vous êtes confortable, votre bébé est confortable, votre agencement entre vous, votre raccordage de position, ça s'est emboîté et donc ça fonctionne bien. Et là, c'est la bonne. Mais techniquement, théoriquement, il existe des positions, mais il n'existe pas de bonne position. La bonne position, c'est celle où vous êtes confortable et où votre bébé est confortable. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis si vous avez envie d'une vidéo sur les positions vraiment plus techniques, que je vous montre chaque position en vous disant les avantages, les inconvénients, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, on enchaîne avec une autre astuce. Alors une autre astuce pour avoir un allaitement serein, un allaitement zen, ça va être tout le volet hydratation et nutrition. Je m'explique. Non, je ne vais pas vous faire de leçons sur la façon de manger healthy, équilibré. Moi-même, je ne le fais pas à 100%. Mais on va parler du 80-20, c'est-à-dire 80% du temps, on essaie de faire de notre mieux. Et puis 20%, si ça merde, votre très grave. Je m'explique. Déjà, l'hydratation. C'est pas la peine de boire trop, hein, c'est pas la peine de pas boire assez, enfin si, pas boire assez, on va éviter, mais c'est pas la peine de vous dire oh là là là, il faut que je boive. Dites-vous que vous ne boirez jamais trop puisque le corps de lui-même de toute façon va réguler les apports hydriques. J'avais déjà fait une vidéo sur l'hydratation et l'allaitement qui est plus loin dans le fil des vidéos, n'hésitez pas à aller la regarder, mais vous ne boirez jamais trop parce que de toute façon de lui-même le corps va réguler les apports hydriques, d'accord? Par contre, manquer d'eau, ça c'est beaucoup plus embêtant. Pourquoi? Parce que quand on manque d'eau, on est fatigué, on a des nausées, on a des crampes musculaires, on a des maux de tête. Bref, il y a tout un tas de symptômes, j'allais dire d'effets secondaires au manque d'hydratation. Et c'est ces effets secondaires-là, pas le manque d'eau, ces effets secondaires-là qui font que vous allez produire peut-être un peu moins de lait. Je m'explique. Quand votre corps est dans la douleur, quand votre corps n'est pas bien, c'est le système sympathique qui se met en place. C'est le cortisol qui est sécrété, donc c'est l'hormone du stress. Même si on a un peu besoin de cortisol dans l'allaitement, mais pas dans ces conditions-là, d'accord? On a besoin d'un cortisol qui soit un peu plus positif. Mais quand votre corps est mal, quand vous avez mal, la tête, la nausée, quand votre corps est mal, c'est le cortisol qui va se mettre en place. Or, le cortisol, c'est le
pire ennemi de l'ocytocine, d'accord? En plus on est fatigué, ça nous saoule, bébé tête, on a chaud, on n'est pas bien, on a la nausée, il est installé sur notre ventre, bref, on n'est pas bien. Clairement on n'est pas bien et on n'a pas envie de faire téter, on n'a pas envie de donner la tétée à notre bébé, donc on n'est pas bien. Donc manquer d'eau, c'est là où c'est pas le manque d'eau en lui-même, parce qu'après tout vous pouvez continuer à allaiter, même en étant un peu déshydraté, vous pouvez continuer à produire du lait, oui, mais vous allez en produire moins et en tout cas l'allaitement va être moins agréable parce que vous aurez tous les effets secondaires de la déshydratation en fait, du manque d'hydratation. Donc c'est ça, c'est ces symptômes-là qui vont faire que votre allaitement il va devenir désagréable. C'est pour ça qu'il est important de ne pas manquer d'hydratation, eau, thé, tisane, pas soda, ça n'a rien à voir, eau, thé, tisane. Et c'est ça qui fait qu'en fait plus vous allez être hydraté, plus vous allez éviter les effets secondaires de la déshydratation et plus vous allez être, voilà, ça va être plus facile pour allaiter. En plus de ça, c'est comme les sportifs, allaiter, c'est une activité qui est, certes, on a l'impression qu'on est posé pépouze, on en a parlé juste avant, dans son canapé, dans son lit, dans sa chaise, mais en réalité c'est une activité extrêmement intense pour le corps en interne, et je sais que quand ça se voit pas, on ne le réalise pas, mais c'est une activité extrêmement intense pour le corps, donc c'est comme un sportif, on a besoin aussi de bien s'hydrater parce que mine de rien, c'est sportif de donner le sein à son bébé. Donc pour toutes ces raisons, il faut veiller à bien s'hydrater. L'astuce, c'est pour celles qui ont du mal un petit peu à penser à boire, déjà ayez toujours une bouteille d'eau, une gourde, un verre d'eau près de l'endroit où vous allaitez. Si vous vous êtes fait un petit cocon, et d'ailleurs je vous conseille chez vous spécial tété, bah, dans ce coin-là, vous savez que vous avez des snacks et vous savez que vous avez de l'eau à portée de eau, tisane, hein, toujours pareil, eau, tisane à portée de main. Et vous pouvez boire quand vous faites la tétée. Près du lit, près de la table de nuit pour la nuit. Pareil, une petite bouteille d'eau, pas le verre parce que souvent dans la nuit on peut le faire tomber, une bouteille d'eau, une gourde. Tout ça pour que la nuit, c'est pareil, hop, vous allaitez, vous pensez à boire. Pour celles qui sont un peu tête en l'air comme moi aussi j'ai du mal, quoique maintenant je me suis mis un challenge en place, j'y arrive mieux, mais c'est vrai que je suis un peu tête en l'air. J'ai chopé ça chez ma belle-sœur et mon beau-frère qui font ça, bon, leurs enfants sont grands, mais ils ont un verre d'eau le matin, dans lequel ils boivent leur jus d'orange du matin, bref, au petit-déj, peu importe. Et en fait, ce verre-là, après le petit déjeuner, donc ils le rincent du jus d'orange, mais c'est le verre de la journée. Et il est tout le temps sur la table. Soit il y a de l'eau dedans parce qu'ils n'ont pas tout bu, soit il n'y en a pas, mais le verre est sur la table et je vous assure que visuellement, et ben, quand on passe devant, comme le verre n'est pas rangé en fait, on le voit, notre œil est interpellé et on a beaucoup plus tendance à le prendre, si les vides ont rempli bien sûr, hein, on a beaucoup plus tendance à le prendre et à le boire. Alors que si toute votre vaisselle est rangée, votre maison est impeccablement rangée et vous y arrivez sérieusement, dites-moi comment, hein. Donnez-moi votre secret en commentaire parce que moi j'ai... Bref, trêve de plaisanterie, si toute votre maison est rangée, etc. et qu'il n'y a pas de verre ou de bouteille au moins qui traîne sur le passage de, je sais pas, la cuisine, le salon, là où vous passez le plus régulièrement, et ben vous n'aurez pas le réflexe en fait. Alors que si vous le voyez, ça va vous percuter, vous aurez le réflexe de boire. Donc ça c'est une idée pour celles et ceux qui auraient un petit peu de mal comme ça à s'hydrater dans la journée, c'est effectivement d'aller choper le verre, de le laisser traîner et effectivement comme ça on peut l'avoir sous la main, on le voit quand on passe, ça interpelle notre regard et du coup on va penser à boire beaucoup plus régulièrement. Personnellement, je me suis mis le tips de boire 2 litres d'eau par jour, donc j'ai ma petite bouteille de 1 litre et je sais que en gros moi dans ma tête à moi et dans ma répartition, je sais que ma bouteille de 1 litre doit être bu entre midi, 13-14 heures et la deuxième entre 13 et 22, 23, des fois vous savez que je peux me coucher beaucoup plus tard, mais je dois avoir bu mes 2 bouteilles d'eau dans la journée. En gros, moi pour la partie un peu fun, je m'amuse, ça me fait à peu près je crois 6 verres, un truc comme ça de 250 ml. Vous savez c'est les verres qu'on peut récupérer quand vous faites des festivals l'été, vous avez souvent des verres à l'effigie d'un groupe, d'une asso, etc. Et souvent il y a des verres qui sont gradués derrière. Donc moi j'ai les verres d'une asso, d'une amie, et effectivement il y a le 250 ml, donc je remplis et je sais que j'ai à peu près 6 verres comme ça à boire dans la journée. Le fait de le faire en verre et de me dire j'ai environ 6 verres à boire dans la journée, bah, ça me paraît moins conséquent que de voir des fois ma bouteille de 1 litre. Donc je sais que les jours où je suis moins motivée, je vais plus me baser sur mes verres et effectivement que sur ma bouteille, d'un seul coup ma bouteille ça me paraît énorme à boire, alors que 6 verres, je me dis oh 6 verres c'est quoi, c'est pas grand chose, et en fin de compte hop ça fait 6 verres. Puis moi j'aime bien boire des tisanes, alors c'est toujours du plus, puis il m'arrive de boire une tisane de goûter avec les enfants, puis je sais pas, je vais aller boire un verre avec une copine, alors moi je bois sans alcool donc je vais peut-être prendre une eau gazeuse, puis voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous avez votre base et puis après tout ce que vous buvez en plus.
et ben c'est en plus. Ou alors, si vous avez du mal à atteindre votre base, minimum 1,5 litre par jour quand même, minimum, et ben vous vous basez sur, vous prenez peut-être toujours la même tasse, comme ça vous savez à peu près ce que ça représente, et puis ben vous savez que vous avez la tisane du matin, votre verre d'eau au lever, la tisane du matin, puis après vous allez peut-être vous prendre un petit café, une petite tisane à 10 h, puis ouais, vous voyez ce que je veux dire, tac tac tac, mis bout à bout, vous essayez de voir si vous avez votre compte d'hydratation minimum 1,5 litre, 2 litres c'est bien, mais minimum 1,5 litre, c'est déjà pas mal. Et puis toujours votre gourde à porter quand vous faites la tétée, assis, etc. Donc ça, tout ça c'était pour la partie hydratation. Passons à la partie nutrition. Je ne vais pas vous faire de grands discours hein, sur le il-si, machin, moi-même. Donc c'est pas la peine. Mais une astuce par exemple pour aller hydratation et alimentation, c'est par exemple, surtout l'été où il fait chaud, on a du mal à manger des fois en grosse quantité, et ben c'est d'aller chercher dans les fruits et légumes qui sont riches en eau. Je vous mettrai une petite image ici, il y a des fruits et légumes, j'en avais parlé sur Instagram, qui sont riches en eau. Le raisin, la pastèque, la fraise, ce sont des aliments qui, nous nourrissent, 2, sont sympas parce que sont frais pour l'été, surtout quand il fait chaud dans des grosses chaleurs comme ça, et 3, apportent aussi pas mal d'hydratation. Donc mine de rien, on peut aussi récupérer l'hydratation tout en mangeant. D'un point de vue nutrition, ce qu'il est surtout important de se rappeler, c'est qu'un parent allaitant a besoin de 300 à 400 calories supplémentaires. Je vous l'ai dit, l'allaitement, ça se voit pas parce qu'on est en mode chill au fond du canapé, mais ça dépense beaucoup d'énergie. Donc forcément, qui dit dépense d'énergie dit qu'on a besoin de calories pour alimenter le corps et qu'il puisse fonctionner. Donc le parent allaitant a en moyenne besoin de 300 à 400 calories de plus qu'un parent qui donnerait du lait infantile à son enfant. Si jamais vous avez un doute, si vous avez envie de faire un point, si vous avez envie de faire un bilan, vous vous dites je sais pas, et ben n'hésitez pas, diététicienne, micro-diététicienne, naturopathe sont autant de corps de métier qui peuvent éventuellement, de professionnels qui peuvent éventuellement vous aider à faire un petit point, à faire déjà un point sur ce que vous consommez. Il y a assez, il n'y a pas assez, déjà ne serait-ce que de savoir ça, il y a assez, il n'y a pas assez. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous, vous avez faim, vous mangez, vous n'avez pas faim, là tout de suite vous n'avez pas faim, vous aurez peut-être faim un peu plus tard. Essayez de tabler sur des aliments, on va dire, même s'il y a des aliments plaisir, mais essayez de tabler sur des aliments qui vous font aussi du bien. L'été, les fruits, le fait que ce soit des aliments hydratants, le concombre, il y a beaucoup d'eau dans le concombre, des salades de concombre, ça apporte pas beaucoup de calories, donc essayez de manger des choses à côté suivant votre orientation alimentaire, orientation alimentaire, végé, vegan, omni, paléo et je ne sais quoi, suivant votre orientation alimentaire, essayez d'avoir de l'apport calorique à côté qui soit conséquent et qui vous permette d'obtenir toutes vos calories. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialisée là-dedans, il existe diététiciennes, micro, macro, diète, naturopathes qui peuvent vous aider à faire un petit point et à ajuster en fonction de ce que vous aimez, de vos régimes alimentaires, de vos intolérances, donc surtout n'hésitez pas à aller les consulter pour faire au moins un petit bilan et savoir où vous en êtes. Ça peut toujours aider, c'est toujours pratique, et puis surtout comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer de calories et donc de ne pas manquer d'énergie et donc de ne pas être fatigué et donc de vous dire l'allaitement ça, alors que pas du tout, c'est vous qui ne fournissez pas d'énergie à votre corps. Voilà, allez on enchaîne avec le dernier tip. Et le dernier tip, ce qui sera donc de surtout penser à consulter une ou un, parce que ça existe, conseillère en lactation certifiée IBCLC. Alors pourquoi je vous parle toujours des IBCLC? Je vous le traduis, c'est International Breastfeeding Certified Lactation consultant ou consultation. Bref, mon accent anglais est absolument horrible. En traduction, ça donne des consultants en lactation certifiés. Voilà, en gros, je vous le traduis, ça donne consultant en lactation ou consultante en lactation certifiée. D'accord? Ce sont des gens qui sont certifiés en lactation humaine et en allaitement parental. Les deux sont toujours très différents, je vous le dis tout le temps. L'allaitement parental va concerner plutôt le bébé, ce qui se passe entre le bébé et le parent, mais on va plutôt être du point de vue du bébé. La lactation humaine va être du point de vue du corps du parent allaitant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Asymétrie, que sais-je, abcès, que sais-je, développement de la glande mammaire. Bref, ça va se passer au niveau du corps. La lactation humaine se passe au niveau du corps du parent. L'allaitement parental se passe au niveau du point de vue du bébé. C'est pour ça qu'on parle bien des deux et que quand on parle de gens qui sont certifiés, diplômés, etc., il y a même un diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel ici en France.
quand on parle de ça, on parle bien des deux volets parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le corps du parent, mais aussi ce qui se passe chez le bébé et inversement, proportionnel, égal et diagonal. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller consulter. C'est pour ça que je vous parle des IBCLC. C'est quand même, certes, pas reconnu en France, mais à mon sens, une des formations les plus approfondies qu'il puisse y avoir. Je sais qu'il existe le diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel en France. Il reste, pour en avoir parlé avec une des sages-femmes avec qui je travaille et qui l'a, elle me disait, il reste quand même très théorique. Il est quand même très axé sur la mécanique, etc. Il est très bien, il apporte déjà beaucoup d'informations et des gens qui ont un DILAM, on appelle le DILAM, qui ont le DILAM ou le DIU parce qu'il existe aussi le diplôme universitaire, DU, diplôme universitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel, il y a les deux. Ne me demandez pas la diff entre les deux, il y a les deux. Ce sont quand même des gens qui ont quand même des très bonnes connaissances en allaitement, en plus que quelqu'un qui ne serait pas formé. Mais elle me disait effectivement, c'est pas aussi poussé qu'IBCLC. Et puis IBCLC, il y a une recherche de qualité de formation, c'est-à-dire qu'elles ont des heures et des heures et des heures de formation théorique, mais elles doivent certifier d'un certain nombre d'heures théoriques, enfin de pratiques avec les parents. En plus de ça, c'est une certification qui se repasse tous les 5 ou 10 ans. S'il y a des IBCLC qui passent par là, redites-nous vraiment en commentaire, redonnez-nous bien tout, parce que des fois j'oublie. Donc elles ont aussi, elles repassent la certification tous les 5 à 10 ans, et en plus de ça, pour repasser la certification, il faut qu'elles justifient de nombre d'heures de formation continue. C'est-à-dire qu'entre la formation, la certification qu'elles ont eue à un moment T et la certification qu'elles vont repasser quelques années plus tard à un autre moment, entre ces deux points-là, il faut qu'elles justifient d'un nombre d'heures de formation continue. C'est-à-dire que pendant ces 5 à 10 ans, elles ne cessent jamais de se former. Donc effectivement, c'est quand même des gens qui sont au taquet. Je veux dire, on peut pas... Voilà. Sont au taquet des formations sur l'allaitement et surtout des dernières connaissances, parce que se former, c'est assister à des conférences sur les dernières recherches, etc. Donc surtout sur les dernières connaissances actuelles au niveau de la lactation humaine et de l'allaitement maternel. Ça, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle souvent de ces personnes-là. Cependant, je n'oublie pas, bien entendu, qu'il y a d'autres professionnels de santé. Il y a par exemple des pédiatres, il y a des sages-femmes, il y a des puères, il y a, j'en oublie probablement, dites-le moi en commentaire, mais il y a d'autres professionnels de santé qui se sont intéressés à l'allaitement, qui se sont formés à l'allaitement sans nécessairement être certifiés IBCLC, mais en tout cas ils ont cette démarche personnelle et professionnelle d'aller se former, d'assister aux mêmes conférences, hein. Il n'y en a pas 36, hein, c'est pas spécifique aux IBCLC les conférences, hein, voilà. Donc d'aller assister à différentes conférences. Aujourd'hui on trouve beaucoup de formations faites par des IBCLC ou des professionnels de santé autour de l'allaitement, donc ils auront eu à cœur de se former, voilà, de suivre ces formations, des webinaires, des choses comme ça, donc ils auront eu à cœur de se former réellement sur l'allaitement, et du coup ça peut être aussi de super personnes ressources, bien sûr je ne les oublie pas. Toujours est-il que il faut surtout que vous tombiez sur une personne qui soit formée. Et les IBCLC ont une carte qu'elles peuvent vous montrer avec leur numéro d'IBCLCE, donc qualification. Pour les autres, vous pouvez leur demander quelles sont leurs qualifications. Vous avez tout à fait le droit en tant que patient, en tant que consultant, de demander quelles sont les formations de la personne que vous avez en face. Mais ça équivaut pour un cardiologue, ça équivaut pour un gastro-entérologue. N'importe quel médecin, vous avez le droit de demander les certifications de cette personne. Sachez-le, c'est un droit, ça s'appelle les droits du patient. Donc vous avez le droit de demander, vous avez le droit de discuter avec cette personne, vous avez le droit de poser peut-être des questions innocentes la première fois en mode je vais voir si ça me parle, si ça me parle pas, parce qu'il y a une question de feeling aussi, d'être humain. Il y a des fois, ça va peut-être pas passer avec l'IBCLC qui se trouve dans votre région, mais ça se passera super bien avec votre sage-femme qui est aussi formée, et le feeling sera avec votre sage-femme, et à la limite, allez avec la personne avec qui vous avez aussi le feeling, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester. C'est comme quand il y a des parents des fois qui viennent me voir en me disant ah mon pédiatre m'a dit ça, de toute façon il m'énerve, je l'aime pas, nanana. Change de pédiatre en fait, change. Alors bon je comprends, il y a des villes où il n'y en a pas beaucoup. Nous on habite dans une ville où il y a un pédiatre. Bon voilà, on a la chance qu'il soit très bien, mais il y en a un. Bon, mais effectivement si vous avez la possibilité d'aller voir un ou une autre pédiatre, surtout n'hésitez pas à changer de professionnel, à demander d'autres avis. Peut-être vous avez vu un professionnel de santé qui vous a répondu ça à votre question sur l'allaitement, vous dites j'aime pas, n'hésitez pas à aller en consulter un autre, et là vous dites ouais, bon, vous avez le droit de demander plusieurs avis, c'est pareil, vous avez le droit, donc n'hésitez pas. Le tout étant d'être accompagné par une personne qui soit formée en lactation humaine et en allaitement maternel, ou qui s'y intéresse assez profondément pour vous donner des réponses qui soient adéquates. Vous pouvez trouver de très bonnes réponses aussi auprès des associations, Chez Ligue, L'Or Blanc, Allaitement tout un art,
Là, comme ça, il m'en manque, alors que j'en connais plein d'autres. Ardennes Allaitement, dans les Ardennes. Voilà, il y en a plein, parce que je sens que j'en ai oublié. Pardonnez-moi si vous êtes de l'asso, que vous me suivez sur les réseaux et que je vous ai oublié. Mettez votre nom d'association en commentaire, voire même avec le lien de votre site, comme ça au moins ça fera un petit catalogue où les parents pourront aller piocher des petites références et peut-être venir vous voir. Mais il y a aussi de très bonnes réponses que vous pouvez avoir auprès des associations. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voilà, multiplier et puis voir ce qui vous parle. Surtout faites-vous confiance à vous, ce qui vous parle dans votre instinct. Vous dites, ah ouais, ok, ça me parle, ça me paraît logique, ok, ça va dans mon sens, d'accord? Ça va dans le sens de la voie lactée que moi j'ai envie de mener, ok? Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à multiplier les avis, à aller consulter quand même des personnes qui sont formées. Aujourd'hui, les associations ont quand même à cœur d'apporter des formations théoriques de base aux personnes qui interviennent dans les associations et qui peuvent être au contact des parents. C'est pas des formations médicales, c'est pas aussi approfondi qu'une IBCLC, qu'une sage-femme, qu'une puère, etc. Mais quand même des informations de base qui sont connues et du coup qui peuvent vous aider, vous être transmis du soutien, des fois juste d'en parler, de poser sa question. Des fois j'ai ça, hein, les parents viennent me voir en message privé qui me posent la question. J'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite, puis 2-3 jours après, en fait, de t'avoir posé la question, en fait, c'est bon, j'ai trouvé. Des fois, ça arrive, mais partout dans la vie, pour n'importe quel sujet, des fois, on pose notre question, et le fait d'avoir formulé la question fait que, clac, il y a comme un déclic dans le cerveau et on trouve la réponse. Très bien. Donc, n'hésitez pas, surtout, à être bien entouré, bien soutenu, bien accompagné et à vous tourner vers des personnes formées à l'allaitement et à la lactation humaine. Voilà! C'est tout ce que j'avais à vous donner pour les tips d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire durer le suspense. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!